Perso, je sais pas pour vous, mais moi je suis un grand fan de Coca-Cola. Il faut croire que je suis pas le seul. Dites-vous bien, 17 360 bouteilles sont vendues chaque seconde dans le monde. Alors là, vous vous dites certainement, c'est sûr que le mec qui a inventé ça doit être multimilliardaire. Eh bien, pas du tout. Allez, embarquez avec moi. Aujourd'hui, on va parler de John Pemberton, l'homme qui a créé le Coca-Cola. Mais comme vous allez le voir, sa vie est plus une tragédie qu'une success story. Hello tout le monde, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Alex. Je vous dis bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un soir, une histoire. Je vous explique le concept en quelques secondes. Tous les soirs, du lundi au jeudi, je vous raconte un récit passionnant. Vous avez vu? C'est facile, non? Alors let's go. I told you all that I was the greatest of all time. Il fait chaud, il fait humide. Où est-ce qu'on est? Dans l'État américain de Géorgie, un été 1850. Cette année-là, un inconnu vient de débarquer dans la petite ville de Columbus. Son nom, John Pemberton. Né en Géorgie, Pemberton ne vit que pour une chose, la science. Alors direction la fac, où il obtient un diplôme de médecine. Mais bon, les consultations et les opérations, c'est pas vraiment ce qui l'excite le plus. Non, Pemberton, c'est un passionné de chimie. Son rêve, trouver les recettes parfaites pour soigner toutes les maladies. Quand notre personnage arrive à Columbus, il passe à l'action en ouvrant une petite pharmacie à son nom. Bon, attention, je dois vous préciser qu'à cette époque, on n'achetait pas que du Doliprane ou du Smecta à la pharmacie. Dans les rayons, on pouvait aussi trouver des potions et des élixirs censés guérir tous les maux. Je dis censés parce que moi perso, je miserais pas ma vie dessus. Mais bon, notre cher ami Mr. Pemberton, lui, il se présente vraiment comme un alchimiste des temps modernes. Ça, on peut le dire, il avait des rêves plein la tête. Le problème, c'est que le destin du pays allait bientôt virer au cauchemar. Depuis l'indépendance des États-Unis, le pays a toujours eu du mal à savoir qui il était. Deux mouvements s'affrontent, les industriels du Nord-Est attirés par les idées de liberté importées de France. De l'autre côté, des planteurs du Sud. Pour eux, disons que la liberté n'est pas vraiment un droit universel. L'esclavage, ça choque malheureusement pas grand monde. Pendant des décennies, les Américains se chamaillent sur la question de l'esclavage. Quand Abraham Lincoln, un abolitionniste, est élu président, les discussions étaient terminées. Maintenant, place aux armes. Sans plus attendre, cet État esclavagiste du sud des États-Unis décide de quitter l'Union. Hop, Lincoln se demande, vous allez où comme ça? Du nord au sud, des vagues d'hommes sont appelés à prendre les armes. C'est le début de la guerre civile. Cette guerre de sécession, comme on l'appelle en français, elle va changer la vie de notre ami Mr. Pemberton. On n'oublie pas que l'homme est en Géorgie, un théâtre de bataille important de la guerre. Et lui, il a beau préférer la médecine, il n'a pas le choix. Et Médoc, c'est sympa, mais faut aller se battre comme tout le monde. Pemberton, devenu lieutenant-colonel pour l'armée confédérée, va alors voir sa vie basculer. En 1865, la guerre s'approche de son crépuscule. Mais malheureusement pour Pemberton, il reste encore des combats à mener. Le 16 avril a lieu la bataille de Columbus. C'est là, tout proche de son ancienne pharmacie, que Pemberton va subir une grave blessure au sabre sur son torse. Un mois plus tard, la guerre était terminée. Mais pour Pemberton, les ennuis venaient que de commencer. Sa blessure au torse le tord de douleur, et pour les soulager, l'homme s'adonne à la morphine. Faut dire qu'à cette époque, on en trouvait un peu partout. Et comme beaucoup d'anciens soldats, Pemberton en consomme un max. Et surtout, comme beaucoup d'anciens soldats, Pemberton, il va devenir complètement accro. Mais attention, si je vous dis que cette dépendance va marquer le reste de sa vie et influencer directement l'invention de Coca-Cola? Une fois la guerre finie, Pemberton se lance dans une quête personnelle, trouver un remède à sa dépendance à la morphine. En gros, trouver une drogue pour une drogue. Bon, pourquoi pas. Mais vous vous souvenez que l'homme rêve de marquer l'histoire? Alors bon, son but, c'est pas simplement de se soigner lui-même. Ah non, il rêve de créer une boisson qui pourra carrément guérir des millions de personnes. Et puis au passage, si ça peut rapporter des millions de dollars, ce serait pas plus mal. Faut dire qu'à l'époque, on consomme beaucoup de ce qu'on appelle des toniques. En gros, c'est des boissons à base de plantes censées avoir des vertus médicinales. Il y avait aussi très souvent de l'alcool là-dedans. Donc disons que le but était aussi de s'amuser un petit peu. En tout cas, Pemberton, il n'est pas là pour rire. En 1866, il déboule avec une recette miracle. Je vous présente le sirop composé de globules rouges du docteur Tuggle. Ah ouais, je dois vous préciser que pour le marketing de cette époque,
C'était à la mode d'inventer des noms de docteurs bien fantasques. Bref, pour sa première recette, le chimiste utilise des composés d'un arbuste nord-américain du nom de Cephalanthus occidentalis. Le problème, c'est que cette plante est carrément toxique. Pas vraiment la meilleure idée pour un médicament. Du coup, Pemberton expérimente d'autres plantes. Et devinez laquelle va bien plus lui plaire? Le coca. Un peu de noix de cola, un peu de damiana, un peu d'alcool et surtout beaucoup de coca. Voilà la toute nouvelle recette du géorgien. En 1885, dites bonjour au Pemberton's French Wine Coca. L'encart publicitaire nous dit « Le grand et sûr remède pour tous les troubles nerveux. C'est le grand revigorant de santé. » Cette fois-ci, la nouvelle boisson se vend plutôt bien dans les pharmacies de l'État. Mais dès l'année suivante, les galères reprennent. Et oui, en 1886, la ville d'Atlanta adopte une loi interdisant la vente d'alcool. C'est bateau. Il est vraiment poisseux notre docteur. Hein. Mais ne vous inquiétez pas pour lui. Notre pharmacien a de la suite dans les idées. Comment retirer l'alcool sans perdre en tonique? Easy baby. Pemberton reformule sa recette en remplaçant le vin par du sirop de sucre. Dans cette start-up du 19e siècle, on trouve un certain Frank Mason Robinson à la compta. C'est lui qui décide du nom de Coca-Cola, simplement parce que ça sonnait plutôt bien à l'oreille. En fait, Robinson s'avère avoir un talent certain pour le marketing. Il crée le premier slogan de la marque. Coca-Cola, délicieux, rafraîchissant, exaltant et revigorant. Aujourd'hui, ça a l'air de rien, mais à l'époque, ça a vraiment fait son effet. Et puisqu'il est comptable, il décide d'utiliser la police de caractère spencerienne, alors très utilisée pour la paperasse. Et voilà, juste comme ça, le Coca-Cola est né. Dites-moi, vous faisiez quoi, vous, le 8 mai 1886 Eh ben, Pemberton, lui, y vend son premier verre de Coca-Cola dans une pharmacie d'Atlanta. La boisson est servie comme un sirop à diluer dans de l'eau gazeuse. Et là, pour le coup, elle rencontre un vrai succès dès le départ. À ce moment, je peux vous préciser que la boisson contient des extraits de coca, donc de la cocaïne. Pas en grande quantité, ouais, mais suffisamment pour donner un petit coup de fouet. L'ajout de sucre à ne plus en compter donne un super goût à la boisson. Du coup, elle n'est plus qu'un simple médicament pour les amputés de guerre. Attendez, vous me dites que c'est bon, c'est pas cher, que ça peut guérir les maux de tête, la fatigue et même l'impuissance. Eh ben donnez-moi une boîte tout de suite. Enfin, pour la fatigue, hein, pas pour l'impuissance. Vous voyez, Pemberton, c'est un super inventeur, mais vraiment pas un super businessman. Lui, son truc, c'est de créer des remèdes, c'est pas de gérer des factures et des bons de commande toute la journée. En plus de ça, Pemberton n'est même pas un consommateur de sa propre boisson. En fait, il est encore et toujours accro à la morphine. Le scientifique doit financer sa dépendance et ses investissements pour la confection de sa boisson. Du coup, il commence petit à petit à vendre des parts de son entreprise à d'autres investisseurs. En 1888, Pemberton est malade et ruiné. Il n'a plus la même niaque qu'à l'époque. Et de toute façon, sa seule préoccupation est de rembourser ses dettes. Ironie de l'histoire, c'est à ce moment-là que Coca-Cola commence vraiment à gagner en popularité. Mais son créateur, lui, peut à peine marcher et n'a plus un sou. Malade, désespéré, complètement accro à la morphine. Pemberton se résout à se séparer de son invention. Pourtant, il sait bien qu'il tient là un produit au potentiel énorme. Il s'exclame. Un jour, ce sera la boisson nationale. Inch'Allah. Au début, le but de Pemberton est de vendre les parts qu'il lui reste de coca, tout en gardant une petite partie en héritage au fiston. Oui mais voilà, son fils lui dit « Merci papa, mais je préfère quand même prendre l'argent. » Décidément, être de mauvais businessman, c'est dans la famille. En 1888, Pemberton vend donc son pourcentage restant sur le brevet de coca. L'acheteur, un confrère pharmacien géorgien du nom d'Asa Grings Candler. Et lui, pour le coup, il est plutôt balèze en business. Candler achète la totalité du brevet pour la somme dérisoire de $300. Ça fait seulement $9000 d'aujourd'hui. Quelques mois plus tard, Pemberton rend l'âme à l'âge de 57 ans. La tragédie ne s'arrête pas là. Alors que sa famille est complètement ruinée, son fils meurt 6 ans après lui. De quoi? Une addiction à l'opium. Bon, on va quand même pas finir cette vidéo sur des larmes. Si vous voulez sourire, retournons voir notre ami Grings Candler. L'homme d'affaires investit massivement dans le marketing, une idée révolutionnaire pour l'époque. Fini le temps où Coca était un remède pour les malades d'Atlanta. Candler transforme la boisson en une marque nationale, puis même internationale. Et oui, la boisson finit par arriver en Europe dès 1901. Londres, Paris, Rome, Tourcoing, Sevran, le Coca est un carton dans le vieux monde. 2 ans plus tard, Candler décide de retirer les feuilles de coca de la boisson. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. En 1911, Coca dépense plus d'1 million de dollars par an dans la publicité.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une somme absolument astronomique pour l'époque. En 1915, The Rudgley's Company confectionne les bouteilles iconiques que l'on connaît aujourd'hui. Candler devient un mania du business. Il construit le Candler Building, alors la plus haute tour d'Atlanta. Quelques années plus tard, il finit même par être élu maire de la ville. En 1919, il lègue les parts de Coca à ses enfants. Ces derniers revendront ensuite la société à Ernest Woodruff. Pour combien ? 450 millions de dollars actuels. Je récapitule, un brevet acheté 9 000 $ en 1888 est revendu 450 millions 30 ans plus tard. Les cryptos, c'est du passé. On devrait tous acheter des brevets de boissons cocaïnées à des pharmaciens d'Atlanta pour faire fortune. 50 million times a day, at home, at work, or on the way. There's nothing like a Coca-Cola, nothing like a Coke. Aujourd'hui, Coca-Cola est une des marques les plus reconnaissables au monde. Elle réalise plus de 10 milliards de dollars de bénéfices tous les ans. Mais John Pemberton, l'homme qui a tout inventé, n'a jamais vu un centime de cette fortune. Finalement, son histoire, elle est à la fois fascinante et tragique. Elle nous rappelle que l'invention ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir protéger son idée, la développer et, disons-le, avoir un peu de chance. Et au passage, la drogue, c'est mal. Alors la prochaine fois que vous sirotez un coca bien frais, n'oubliez pas de porter un toast à notre ami John Pemberton. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner et me donner vos retours dans les commentaires. Si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me les dire. Je crois que c'est tout pour moi. Alors je vous dis bonne nuit et à très bientôt.